donc à un stress. J'aurais même pas dû dire stress parce que, en fait, nous faisons la différence entre stress et psychotraumatisme. Le stress, c'est une souffrance qui est déclenchée par l'événement, mais cette souffrance cède avec l'arrêt du stress. En revanche, avec le psychotraumatisme, c'est comme s'il y avait une sorte de corps étranger dans la tête qui persiste malgré la cessation du stress ou du traumatisme. Et donc, cette persistance dans le psychisme de la souffrance, avec cette reviviscence, avec ces cauchemars, avec cette torpeur, cette persistance-là de gens qui n'osent plus entrer dans une voiture, qui n'osent plus conduire leur voiture parce qu'ils ont eu un accident, et qui finissent par s'ils ne sont pas traités, qui finissent par devenir déprimés et restent très angoissés souvent, eh bien, c'est ce qu'on appelle un psychotraumatisme. C'est une souffrance qui persiste après le stress. Bon, je vais aller un peu plus vite maintenant, parce que ce sont des symptômes que vous connaissez probablement, et vous savez aussi que ces symptômes qui peuvent se chroniciser sont en fait cette asthénie, cette léthargie, cette indolence, cette anxiété, eh bien, sont souvent les marques du portrait du noir aujourd'hui encore. Vous savez que les noirs passent pour être paresseux, et donc il se trouve que les conséquences des psychotraumatismes sont souvent chroniques, et notamment sous forme d'asthénie et sous forme d'indolence. Et donc, ce sont des symptômes du psychotraumatisme que l'on prend pour des caractéristiques du noir. Alors, il y a aussi, bien sûr, des troubles du sommeil, de la dépression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et toujours cette reviviscence douloureuse. Alors, il y a des gens qui disent, mais à partir du moment où on est né sur l'habitation, eh bien, on s'est habitué, eh bien, il n'y a plus de psychotraumatisme. Sauf que, on est quand même sous un statut d'esclave, et qu'on a un maître qui est un esclavagiste, qui donne des coups de fouet, qui peut demander que le nègre marron qui a été rattrapé, eh bien, soit amputé. Et donc, je veux dire, les exactions, elles se poursuivent. Et d'ailleurs, le statut lui-même est déjà, je vous l'ai dit au départ, est en soi une violence. C'est en soi un traumatisme que d'être mis en esclavage, d'être esclave, même si on est né sur l'habitation. Et donc, il y a ce système esclavagiste qui est destructeur. Donc, j'insiste sur cet aspect parce que vous savez peut-être pas, mais il y a des gens qui disent que finalement, bon, c'est pas si grave que ça, quoi. Hein. L'esclavage, c'est pas rien, c'est 3 fois rien. Hein, une relation. Alors, on l'a lu d'ailleurs aussi dans certaines interviews qui ont été données dans les journaux, notamment. Et donc, ces menaces fréquentes, cette perte d'identité, cette perte de la culture, cette perte de leur langue, cette perte de leur histoire, sont évidemment des éléments qui sont encore présents, même si on est fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'esclaves, on a perdu donc son humanité. Et dans les psychismes d'aujourd'hui, bien d'autres facteurs ont eu le temps d'intervenir tout au long de la vie, de sorte que l'on ne peut jamais affirmer qu'il y a une continuité linéaire entre l'état d'esclave, les exactions, les sévices que les gens ont subis quand ils étaient esclaves et la situation actuelle. On ne peut pas affirmer comme ça,
Sauf qu'il y a un certain nombre, intuitivement, un certain nombre de symptômes qui y font penser. Mais il est très difficile de l'affirmer. Alors, les symptômes d'aujourd'hui qui ont été peut-être créés par le système esclavagiste ne sont pas automatiques parce qu'il y a eu, malgré la violence fabriquée de l'institution esclavagiste, il y a quand même des éléments qui permettent aux personnes de se retrouver parce qu'il y a des situations favorables, parce qu'il y a peut-être des familles qui ont fait corps et qui ont fait solidarité. Il y a un certain nombre, on va en reparler tout à l'heure, un certain nombre de facteurs favorables qui permettent à des gens de progressivement s'en sortir et d'éduquer leurs enfants de manière favorable. Donc je voudrais dire tout de même que dans les symptômes du psychotraumatisme, d'une manière générale, actuel, psychotraumatisme lié par exemple à des gens qui ont été séquestrés, qui ont été torturés. Vous savez que ça existe quand même. Donc en 2014, 2015, 2016, vous avez lu dans les journaux que des gens ont été séquestrés, qu'il y a des gens qui ont subi des violences inouïes dans des guerres au Moyen-Orient, et donc ces gens-là ont plus que d'autres tendance à être violents. Et ces gens-là ont plus que d'autres tendance à être toxicomanes. On retrouve des addictions beaucoup plus fréquemment dans les sociétés fragilisées par l'esclavage ou par un colonialisme violent, et nous pensons tous aux aborigènes d'Australie qui sont donc décimés, qui ont d'abord été décimés par le fusil des Britanniques, mais qui sont décimés actuellement par l'alcool, comme vous l'avez vu dans Lucky Luke pour les Indiens d'Amérique. Vous savez qu'ils sont donc aussi très très addicts à l'alcool. C'est valable également pour beaucoup d'autres situations, mais également pour les Noirs américains qui sont plus fréquemment atteints, victimes d'addiction que les Blancs américains. Et le troisième symptôme que je voudrais souligner, c'est celui de l'intériorisation de l'infériorité. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez aussi. Vous savez que les Noirs ont eu tendance, ça a été souligné par Aimé Césaire et par Frantz Fanon, ont eu tendance à intérioriser cette infériorité qu'on leur a inculquée. Ils ont eu tendance à, en effet, se considérer comme inférieurs. Bon. Donc, voilà, les relations hommes-femmes sont également montrées du doigt comme étant peut-être une conséquence psychologique de l'esclavage et certaines modalités éducatives également. Donc, je vous le disais à l'instant, il faut faire très attention à ne pas considérer que ces conséquences sont automatiques et que le lien est continu entre l'esclavage et les situations d'aujourd'hui. Je veux bien insister sur cet aspect, et il n'y a aucune automaticité, il n'y a pas de continuité linéaire entre les traumatismes d'antan et les comportements d'aujourd'hui. En fait, la continuité, elle n'est pas linéaire, mais dans beaucoup de cas, elle existe quand même, puisque vous en avez une connaissance intuitive. Elle passe par des virages et des tournants compliqués, mais que nous aurons peut-être l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Et donc, le fait que telle personne a subi les mêmes exactions, par exemple, que dans une même famille, il y a eu comme ça une répétition des coups
et notamment des coups de fouet de toutes sortes, et des éducations particulièrement sadiques, eh bien, on peut dire que ces comportements vont être probablement en continuité avec, même si elle n'est pas directe, avec l'esclavage. Et donc j'insiste quand même sur la complexité des situations d'aujourd'hui. Je ne dis pas que les conséquences sont directes, j'insiste sur le fait qu'il y a des variations de l'oppression du système esclavagiste, et ça, vous l'entendrez de l'historien Gilbert Pagot, qui va souligner probablement qu'il y a eu 300 ans d'esclavage et que l'esclavage des années 1650 n'est pas l'esclavage des années 1848, et que et d'un pays à l'autre, d'un système à l'autre, d'une habitation à l'autre, bien entendu. Il y a eu des maîtres qui se sont montrés bienveillants, qui se sont montrés charitables. Il y a eu donc une différence de traitement entre les esclaves des champs et les esclaves domestiques. Les esclaves domestiques, d'ailleurs, ont été considérés, on en parlera, comme des larbins et des traîtres. Et donc, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de ces personnes. Il y a des familles d'esclaves qui ont pu se constituer, ça bien sûr, en fonction des époques. Et puis, il y a le rôle de l'Église qui a été étudié tout particulièrement par Liliane Cholot et qui a montré en effet que l'Église, d'une part, a eu un rôle complexe, certes, mais qu'elle a été aussi celle qui a enseigné à lire et à écrire, avec le plus souvent avec la Bible, mais donc vous savez combien l'enseignement a été un chemin de résilience tout à fait important, pas seulement dans la Caraïbe, mais même aussi aux États-Unis et aussi au Brésil. Donc voilà, l'Église a joué un rôle complexe, mais à certains égards donc positif. Conséquence de l'esclavage chez les maîtres, il faut se souvenir de ce que disait un chroniqueur, entouré de centaines d'hommes noirs, experts au coutelas, rompus à la science du poison, les esclavagistes sont sous la tension qui par moment régnait, enfin plus que par moment, régnait donc sur l'habitation. Et cette tension a été pour les maîtres et leurs familles une source d'anxiété, une source de frayeur, une source de violence et parfois aussi de dépression, de neurasthénie. Et il y avait donc des personnes qui quittaient la colonie pour rentrer en France parce que la tension était trop forte et qu'ils ne pouvaient plus vivre sur cette habitation. Et puis il y avait la crainte en permanence, la crainte. Ça, je pense que Myriam Cothias et Gilbert Pagot en parleront. La crainte des révoltes d'esclaves qui faisaient régner donc une sorte de terreur à l'envers. Et alors, une petite note, il régnait chez les Européens en France, le soupçon que les blancs créoles n'étaient pas de purs blancs. Ce qui les amenait, ces blancs créoles, à tenter de prouver qu'ils étaient vraiment de purs blancs. Et c'est aussi une sorte de souffrance. Donc, le concept de race a été fabriqué. Je ne vais pas insister, je vous demande c'est vraiment quelque chose de très important. Le travail a été, je disais, si bien fait que cette idée est restée dans les cercles scientifiques et qu'elle n'est toujours pas admise par les personnes concernées. Je veux dire, si vous demandez à des gens, vous faites un micro-trottoir, vous allez trouver 95% de gens